Les tableaux qui parlent. Une série de podcasts par Francis Rousseau. Gottfried Lindauer, 1839-1926, portrait du chef maori Tomika Te Mutu, Auckland Art Gallery. Tomika Te Mutu était le chef suprême maori, régnant sur une grande étendue de zones tribales traditionnelles et sur de nombreux sujets. L'une des images connues que l'on a de ce chef extrêmement puissant est une photo prise par John Crombie lors du rassemblement de chefs maoris qui eut lieu près d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, en 1860. Ce portrait photographique fut exposé à l'Exposition internationale de Londres 2 années plus tard, et il fit sensation en partie à cause de ses tatouages en spirale sur le visage, les moko, qui étaient presque inconnus dans le monde occidental. Le jeune peintre originaire de Bohême Gottfried Lindauer, fraîchement débarqué en Nouvelle-Zélande en provenance d'Autriche, tomba sur cette photo et fut littéralement hypnotisé par ce qu'il avait sous les yeux. Le frêle jeune homme qu'il était, quelque chose entre Franz Liszt et Justin Bieber, qui avait peint jusque-là uniquement des personnages académiques, décida de s'enhardir et de partir à la rencontre du chef suprême Tomika Te Mutu et de lui proposer de faire son portrait en peinture. Il parvint à le persuader que la technique de la peinture à l'huile reproduirait de façon beaucoup plus fidèle que la photographie balbutiante la complexité et le relief de son moko. Il s'attendait à un refus, mais au contraire, il eut un accueil très enthousiaste, et le chef suprême se prêta au jeu des séances de pose, de bonne grâce, avec une ponctualité et une régularité qui impressionnèrent Lindauer. Ce que Lindauer ne savait pas, c'est que les chefs maoris adoraient montrer leur image à leurs semblables et faire admirer ces tatouages dont ils étaient extrêmement fiers et dont le tracé était spécifique à chaque personne. En effet, ces moko en spirale, qui étaient l'apanage des nobles et des puissants, étaient en réalité un marqueur d'identité individuelle, une sorte de carte d'identité gravée dans la peau, ineffaçable, infalsifiable, impossible à remettre en cause depuis la naissance jusqu'à la mort. Les moko avaient un tel statut d'inviolabilité qu'en 1840, les chefs coutumiers furent autorisés à apposer au bas du traité de Waitangi une représentation de leur tatouage facial plutôt que leur signature. Traditionnellement, le motif unique du moko était d'abord dessiné au charbon, puis le tatoueur, le tohunga, appliquait les pigments en utilisant des outils coupants. Les incisions cutanées étaient réalisées en tapotant les outils grâce à un petit maillet. Le maillet possédait une surface permettant d'étancher le sang, et l'opérateur affinait l'opération en épongeant le résidu avec des fibres végétales entortillées autour d'un de ses doigts. La fascination que Lindauer éprouva pour les dessins tous différents des moko des grands chefs maoris n'eut d'égal que l'admiration que ces chefs eux-mêmes commencèrent à vouer à Lindauer via le portrait du chef Tomika Te Mutu qui, aussitôt achevé, avait été exhibé devant tout le peuple maori. La précision extrême avec laquelle le peintre avait reproduit non seulement chaque circonvolution du moko, y compris les reliefs creusés dans la peau, mais aussi la fidélité de reproduction du costume, en plumes d'oiseaux exotiques, ici dans un dégradé magnifique de blanc, et des parures, des boucles d'oreilles en métal, et surtout la taille du portrait, grandeur nature, déclenchèrent un engouement considérable chez les dirigeants les plus importants de la communauté maori. Désormais, tous voulaient avoir leur portrait grandeur nature et le montrer à l'autre. S'il n'y avait qu'un nom de blanc à retenir, c'était bien celui presque imprononçable en maori, de ce tchèque aux cheveux longs qui ressemblait à une jeune fille, Gottfried Lindauer. Parmi cet aéropage impressionnant de chefs, Gottfried Lindauer se fit donc, en l'espace de 2 années, la réputation d'être le meilleur pour les représenter. Et il les peignit tous, les uns après les autres, certains même plus de 30 fois, dans une série de fabuleux portraits, tous conservés aujourd'hui dans les plus grands musées du monde. Lors de l'exposition coloniale et indienne inaugurée par la reine Victoria en 1886 à Londres, Lindauer avait largement de quoi présenter une série très fournie de portraits de chefs grandeur nature, intitulée
Maori at Home. Quelques 5 millions et demi de personnes les virent, soit une quantité de gens que les chefs maoris n'auraient jamais imaginé eux-mêmes dans leurs désirs les plus fous d'être vus. L'un de ces portraits fut tellement admiré par le prince de Galles que Sir Walter Buller, le célèbre naturaliste qui avait organisé l'exposition Maori at Home, le lui offrit. À la fin du XIXe siècle, et à la faveur de quelques autres foires et expositions, ces portraits, et celui-ci en particulier, avaient été vus par les 3/4 de la planète, du badaud à la bouche constamment ouverte aux spécialistes les plus pointus de leur temps, qui complétaient ainsi, tout en restant dans leur bureau, leurs recherches sur la civilisation maori. Les chefs maoris ne se plaignirent jamais d'avoir engagé Lindauer pour faire connaître leur image dans le monde, et pour l'avoir installée dans les plus grandes collections de la planète. L'Empire britannique non plus d'ailleurs, pour qui ce fut là une occasion unique de faire valoir la diversité, l'exotisme et l'étrangeté de sa Nouvelle-Zélande, une des perles du grandiose empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Quant à Gottfried Lindauer, le frêle jeune homme, il se transforma, au cours des années, en un respectable grand-père barbu, père de 2 garçons issus de son second mariage. Il mourut comblé d'honneur en Nouvelle-Zélande, et fort de la reconnaissance de l'ensemble de la communauté maori. Il est enterré dans le cimetière de Woodville, en Nouvelle-Zélande. Depuis son décès, ses portraits maoris ont largement refait le tour du monde, et l'ont établi comme celui qui captura le mieux, sur la toile, les Maoris au tournant des XIXe et XXe siècles. Beaucoup s'y sont essayés, après lui, mais avec moins de succès. Par contre, on ne sut jamais clairement ce qui avait poussé ce jeune homme à fuir l'Europe et l'empire austro-hongrois pour aller s'établir si loin de sa Bohême natale, à l'autre bout du monde, dont il peignit le peuple avec un génie sans équivalent.